Bon, bonjour tout le monde. Je m'appelle Daniel et le titre de cette présentation a changé depuis ce que j'ai noté originalement. Aujourd'hui, c'est plutôt Containers, Parts and Labor, bien sûr, containers, pièces et main-d'œuvre. Autrement dit, Docker, 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 de nos jours. Voilà, je vais parler essentiellement de Docker, l'élément de containerisation qui est autour de ça. Bon, on a la tendance de nos jours d'aller regarder dans les forums tels que Reddit et Hacker News, des choses comme ça, pour voir qu'en fait, la containerisation et finalement Docker est presque mort, et que c'est serverless qui est en train de vraiment bouffer et déjeuner, si vous voulez, de Docker, et que le fad de Docker est maintenant terminé. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Est-ce que Docker est toujours relevant? Oui ou non? Est-ce que serverless c'est vraiment le nouveau chose et va révolutionner le monde? Bon, peut-être, on ne sait pas. Donc il faut quand même poser une question. Est-ce que le fad, c'est-à-dire l'infatuation avec Docker, est maintenant terminé? Est-ce que c'est mort? Bon, voilà. Pour répondre à cette question, il faut quand même poser certaines questions, a priori. Est-ce que Docker était une fad à un moment? Est-ce que c'est toujours une fad, une infatuation, une tendance? Et est-ce que c'est aujourd'hui mort? Bon, on va prendre deux approches pour essayer de répondre à ça comme question. Une approche plutôt objective, c'est-à-dire basée dans les données, on va regarder certains chiffres, on va regarder certains points de données et tout ça, et une approche plutôt subjective, c'est-à-dire des opinions, des observations, des perspectives. Donc pour mieux comprendre ces perspectives et ces opinions, il faut aussi comprendre la source de ces observations, c'est-à-dire moi. Voilà. Encore une fois, mon nom est Daniel. Je suis canadien de l'origine. Bonjour. Je suis historiquement admin 6. J'ai installé Linux pour la première fois en 1995, donc j'ai vu certaines choses depuis. Et voici mon Twitter. Si jamais vous désirez connecter avec moi sur Twitter, bien sûr, vous êtes les bienvenus. L'autre chose, c'est la société qui m'emploie. Donc, au-delà du fait que c'est toujours une bonne idée de faire un shout-out à son employeur pendant un talk, ici c'est extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce que c'est grâce à Datadog que je suis devant vous pour discuter de ce sujet. Datadog, c'est une société de monitoring et plein d'autres choses qui est là depuis plusieurs années. Et pendant les dernières, disons, 4 ans, ils ont récolté plein de données sur Docker, sur les containers et sur l'écosystème. Et on va aller creuser, vraiment gratter un petit peu dans ces données pour essayer de découvrir une réponse à la question, est-ce que Docker over? Is it over? Bon, voilà. Donc le saga de Docker chez Datadog a commencé en 2014, en février 2014, avec un pull request contre un de nos repos. Et on a vite fait merger ça quelques semaines plus tard. Donc c'est à partir de mars 2014 qu'il y avait un support officiel de Datadog dans le monde de containerisation. Et c'est à partir de ce point-là qu'on a commencé à récupérer des données au sujet de l'écosystème. Notez que c'est bien avant Docker version 1. D'accord? Le Docker Hub n'existait pas, etc., etc. Donc c'est quand même un certain recul. Aussi, shout-out au Steve, un Français, qui a entamé notre aventure. Gros bisous, wherever you are. Bon. Est-ce que Docker a commencé comme une fad? Est-ce qu'il a commencé comme une fad déjà? Bon, regardez les statistiques de Docker Hub. Docker Hub, c'est l'endroit où on peut aller chercher des images et des informations déjà produites dans le monde de Docker. Bon, voilà. Depuis son inception, pendant la première année, il avait 1 million de pulls, 1 million de tirs, 1 million de requêtes contre le Hub. Ça, c'est pas mal, 1 million pendant la première année de son existence. Pendant la deuxième année de son existence, c'était plutôt 1 milliard. 1 milliard, donc de million à 1 milliard, c'est pas mal. Et dans la troisième année de son existence, c'était 6 milliards. Up and to the left. Très bon pour une start-up. Je n'ai pas les données malheureusement pour 2017, mais on peut imaginer très rapidement que c'est toujours up and to the left. Bon, voilà. Donc, est-ce que Docker était une fad? C'est assez populaire. Intéressant. En 2015,
on a fait une étude. Bon, on a effectué une étude, on a décidé, bon, on va regarder l'écosystème, on va regarder les données qu'on a récupérées, qu'on a récoltées au sujet de Docker, et on va publier nos observations là-dessus. Et chaque année depuis, on a renouvelé cette étude et on a publié les résultats en ligne. Donc voici le URL. Je vous invite bien sûr de prendre une photo, d'aller regarder. Bon, voilà. Il y a 8 points intéressants là-dedans, mais c'est assez léger finalement ce qu'on a publié publiquement. Donc moi j'ai tiré à partir de cette étude quelques points intéressants dans lesquels on va vraiment pousser, on va creuser pendant les prochaines, disons, 30 minutes. Bon, voilà. Parce que nous sommes des ingénieurs, on a décidé de faire l'étude d'une manière, oh bon, j'ose pas dire scientifique, mais au minimum rigoureux. D'accord? Donc, on s'est dit qu'on doit créer des profils. Il faut imaginer des profils de nos utilisateurs, de nos clients qui utilisent Docker. Donc, on a créé des seaux, des buckets, des profils. Le premier profil, c'est le dabbler, bien sûr en anglais, le dabbler. Le dabbler, c'est quelqu'un qui a essayé Docker et qui utilise Docker, mais qui n'ont pas vraiment fait un grand investissement là-dedans. C'est-à-dire que la plupart de leur infrastructure, applications, tout ça, toujours sur des hosts physiques classiques, soit des VM, soit des machines. Bon, voilà. Il y a aussi l'adopteur. L'adopteur est quelqu'un ou un organisme ou quoi que ce soit qui a fait un vrai investissement dans Docker, dont ils ont un ratio minimum 1:1 de Docker, machine classique, voire plus, généralement. D'accord? Donc, ils ont fait un vrai investissement là-dedans. Ils ont adopté la technologie. Et finalement, le troisième profil, le troisième saut, c'est abandonneur. Abandonneur, c'est tout simplement les gens qui étaient à un moment soit des dabblers, soit des adopteurs, mais qui n'utilisent plus, pour une raison ou une autre. Je vais répéter ces noms de profils pendant le talk, donc c'est extrêmement important de mémoriser les définitions maintenant. Donc, dabbler utilise un petit peu, adopteur utilise beaucoup, abandonneur n'utilise plus. Tout le monde? C'est bon? Très bien. Première fois qu'on a fait l'étude, encore une fois c'était en 2015, on a vu un taux d'adoption à partir de 0, 5x, donc 5 fois. Ça c'est assez incroyable quand même, il faut dire. Un growth, un 5 times growth, comme ils disent dans le monde des startups, c'est quand même pas mal. Alors vous voyez ici que le graphique va jusqu'au 12%, mais en fait c'est vraiment plutôt 10% parce qu'il y a certains gens parmi le tiers adopteur qui ont devenu de suite des abandonneurs. Donc il faut interpréter le graphe quand même. C'était plutôt 10%, ce qui est déjà pas mal. Fast forward jusqu'au 2018. Impressionnant. On a vu que parmi notre clientèle, et c'est quand même un sample size assez énorme, il faut dire, 25% des sociétés ont adopté Docker. Donc pas des dabblers, ils ont vraiment adopté. Ils ont vraiment un vrai investissement dans Docker et de suite la containerisation en général. En 2016, on a vu un taux d'augmentation de 30% et en 2017 de 40%. 2018, bon, on n'est pas terminé, mais c'est on track avec une vélocité à peu près pareille. C'est-à-dire qu'en termes de vitesse, c'est en train d'agrandir. Donc, nos questions. Est-ce que Docker, c'est une fad? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est mort? Bon, peut-être, peut-être non. Vu comme ça, il y a quand même une certaine accélération, toujours dans le monde de Docker, qui existe. Bon, voilà. Une autre statistique que je trouve extrêmement intéressante, c'est le nombre de hosts que nous y monitorons qui roulent Docker, qui ont Docker là-dedans ou là-dessus, selon tes perspectives sur la terminologie. Aujourd'hui, à peu près 20% de toutes les machines, parmi tous nos clients, mondialement, ont Docker là-dessus, là-dedans. 20%. Ça, c'est non négligeable quand même, parce que c'est... Bon, je n'ai pas le droit de dire le chiffre, mais c'est beaucoup de machines. D'accord? Bon, voilà. Entre 2014 et 2016, c'était de 0 jusqu'au 15, et ensuite, comme vous voyez ici, la courbe continue à monter. Encore avec une légère accélération ces derniers jours. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que ce n'est pas juste une question de combien de nos clients utilisent Docker en soi, mais le niveau
d'investissement dans l'infrastructure uniquement dédiée au Docker. C'est subtile différence, mais c'est quand même notable. Bon, ça c'est les tendances là. Qui l'utilise? Est-ce que c'est plutôt des petites start-up, 3 mecs dans un garage quelque part, ou est-ce que c'est plutôt les grands dinosaures, ou est-ce que c'est entre les deux? Voici un autre point de données qui est intéressant. On va aller année par année. En 2015, qu'est-ce qu'on a vu? Et c'était surprenant pour nous, hein, attention, parce qu'on a pensé plutôt Docker, c'est un truc hipster, plutôt pour les jeunes, entre guillemets, mais en réalité, c'était les sociétés les plus énormes qui a vraiment poussé dans cette direction, qui a vraiment eu à la fois l'intérêt et le désir de continuer avec. Comme vous pouvez visualiser ici, on a créé 3 sauts en 2015, donc en dessous 100 hosts, entre 100 et 500 et plus. Et ça, c'est juste des profils un peu génériques pour essayer de déterminer certaines statistiques. Note bien, les dabblers, c'est les plus grands organismes qui ont pris vraiment le charge là-dessus. Ils ont dit, bon, on va l'essayer. Pourquoi? Bonne question, on va continuer. En 2016, on a vu à peu près les mêmes tendances, bien sûr, taux d'utilisation global, en train de monter, mais c'est toujours les grandes sociétés qui vraiment sont au forefront de la technologie. Et en 2017, voilà, en 2017, c'est la première fois qu'on a vu le courbe en train de changer un petit peu. C'est-à-dire les moyens, en termes d'investissement en infrastructure, le saut moyen a rattrapé avec les grandes sociétés. Or que, il y avait un taux d'adoption toujours en train d'accélérer parmi tous les différents types de clientèle. Docker un fad, Docker en train de mourir. Fast forward encore jusqu'au maintenant, 2018. On a ajouté un autre saut là-dessus qui est nos clients ayant 1000 hosts ou plus. D'accord? Et on voit quelque chose d'extrêmement intéressant ici. En 2018, le moyen ont dépassé maintenant le grand, mais c'est les vraiment grands, les très grands organismes qui sont les meilleurs adopteurs de Docker. Pourquoi? Bon, on ne sait pas. Dit comme ça, on n'a aucune idée. On a des hypothèses, d'accord? Parmi ces hypothèses, on peut imaginer que les sociétés les plus énormes ont des engrenages qui sont extrêmement complexes, plusieurs différents types d'équipes, beaucoup de produits, etc., etc. Et la douleur relative à le déploiement d'un écosystème Docker dans ces systèmes est minimisée par rapport aux gains qu'on reçoit dans l'implémentation de Docker. À l'inverse, quand vous avez que 10 machines, est-ce que vous avez vraiment besoin de Docker? 10 machines gérées à main, c'est facile finalement. Bon, moi je ne veux pas faire ça perso, mais on peut imaginer. Bon voilà. Mais ce qui est important ici à retirer, c'est que c'est vraiment les grandes sociétés qui ont le plus d'investissement de nos jours dans Docker. Et encore une fois, nous sommes très surpris aussi. 2/3 des sociétés qui essaient Docker vont finalement l'adopter. L'adopter, pas dabbler, mais l'adopter. 2/3. Et une autre chose qu'on ne voit pas ici, c'est qu'ils vont faire ça entre 30 et 60 jours depuis leur touche initiale. Donc à partir de 0, en dessous de 60 jours, l'adoption est faite. Ça c'est aussi impressionnant, franchement. C'est-à-dire le ramp-up vers fonctionnalité, le ramp-up vers investissement, c'est extrêmement court. Une fois l'adoption, le seuil d'adoption dépassé, 75% vont continuer à accélérer. C'est-à-dire, bon, that's not right. Le déploiement en taille va accélérer de 75%. Et ça, c'est impressionnant. Encore une fois qu'une société décide d'adopter Docker, il y a de très bonnes chances qu'ils vont l'adopter, et une fois adopté, ils vont accélérer avec. Chaque année, on voit exactement les mêmes tendances. Ça, c'est impressionnant. Docker un fad? Moi, je dirais plutôt non. À ce point-là, plutôt non. On voit que de l'accélération dans chaque barème possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve
dans les containers, déjà. On a parlé des statistiques autour des containers, mais what's inside? Voici le top list pour 2018. De loin, c'est Nginx, mais de loin, c'est Nginx. Nginx, en passant, c'est un sponsor ici aujourd'hui, donc n'hésitez pas d'aller parler avec eux, ils seraient ravis, bien sûr. Mais Nginx, c'est de loin le plus populaire type d'application qu'on peut trouver dans des containers, suivi juste après par Redis, et ensuite les autres. Mais il y a quelque chose un petit peu caché ici, donc je vais l'isoler dans le prochain slide. C'est les bases de données, ou plutôt des data stores pour certaines définitions de bases de données. Redis, Postgres, Elastic, MySQL, Mongo. On trouve tout ça, bien sûr, parmi le top list dans les containers. La raison pour laquelle j'isole ça, c'est parce que sur les mêmes forums dans lesquels on trouve des gens en train de réclamer que Docker est mort, que ce n'est plus quelque chose d'intéressant, c'est les mêmes gens qui disent qu'il ne faut pas mettre du state dans ces containers, que les containers sont uniquement pour les applications stateless. Bon, je ne veux pas rentrer dans le débat, j'ai mes opinions, mais je ne veux pas rentrer dans le débat, mais justement, il faut voir que les gens sont de plus en plus confortables avec l'idée de rouler vraiment du state, leur base de données, leur data store, dans des containers. Donc si vous êtes en train de faire le débat chez vous, voilà certaines preuves, une direction ou l'autre, comme vous désirez l'interpréter. Voilà. Il faut aussi discuter de la densité. La densité. Combien de containers est-ce qu'on peut trouver sur un host? Ça, c'est quand même un autre argument qu'on trouve souvent sur les forums. Quel est le best practice en termes de densité? Est-ce que c'est plutôt comme ça? Oups. Est-ce que c'est plutôt comme ça? Où on a quelques containers de diverses tailles, avec beaucoup de mots pour jouer sur le host, pour faire fonctionner, faire rouler des autres choses? Ou est-ce que c'est plutôt comme ça? Et ça, c'est bien sûr l'image classique de Docker avec les containers et tout ça, où c'est extrêmement dense, extrêmement réglementé, extrêmement rigide, bien carré. Selon notre étude 2018, la médiane, encore une fois c'est la médiane ici, pas le moyen, il y a quand même une différence. La médiane, c'est 8 containers par host. 8 containers par host. Bon, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire rien. Parce que si vous regardiez ici, il y a quand même un énorme pourcentage des sociétés en moins que 8. 20, 30, 40, voire plus par host. Et ça, ce n'est pas juste un client ou deux, ça c'est quand même non négligeable en termes de chiffres bruts. Donc, si vous êtes en train, chez vous, par exemple, de faire un argument, quel est le best practice en termes de nombre de containers par host? On devrait mettre le min-max où? La réponse, il n'y a pas. Tout simplement. D'accord? L'argument est nul. Okay? C'est vraiment basé sur son use case, le profil d'utilisation, etc., etc. Il n'y a pas une réponse simple. Pile. Un autre point de données intéressant, c'est le lifespan, la longueur de vie, la longévité des containers parmi les environnements. On voit qu'en moyenne, les containers ont une longévité de 2 jours. Mais il y a quand même quelque chose un peu caché derrière ces 2 jours. Dans des environnements orchestrés, c'est-à-dire les Mesos, Kubernetes, etc., qu'on va quand même discuter en plus de profondeur dans le prochain slide, la longévité, c'est que 12 heures. 12 heures, même pas une journée en moyenne. Or que non orchestré, c'est-à-dire des bash scripts roulés à main, disons, c'est 6 jours. Bon, on peut imaginer que, vu comme ça, c'est logique. Si on a des outils d'orchestration, c'est plus facile de renouveler les containers, donc on va renouveler les containers. Or que, si on n'a pas les outils, on ne va pas. Mais au minimum, maintenant, on a les données. Voilà, on a les données. La question ici, c'est encore pourquoi? On ne sait pas. Mais on a des hypothèses. D'accord? Encore une fois, si on regarde dans les plus grandes sociétés, en beaucoup plus d'un engrenage encore une fois complexe, ou les sociétés qui ont l'habitude de pousser dans le prod plusieurs fois par jour, ils ont une tendance aussi d'adopter des outils d'orchestration, parce qu'ils ont besoin. Pour déployer plusieurs fois par jour en prod, faire ça manuellement, notamment contre des milliers ou même des milliers de hosts,
c'est juste horrible. Alors c'est nécessaire, à certaines échelles, d'implémenter des outils d'orchestration. Une fois les outils en place, on a tendance ensuite de les utiliser. Alors, voilà. C'est assez simple, mais encore, c'est une hypothèse. Au sujet des orchestrateurs, est-ce qu'il y en a? Oui. Il y en a en masse. D'accord. Un simple search sur GitHub, les résultats sont dans les centaines vu des mille. D'accord, en termes d'orchestrateurs. Mais parmi les clients dans le vrai monde, dans le real world, il y a 3. D'accord? Il y a 3. Il y a Amazon, donc ECS, EKS, Fargate de nos jours. Il y a Mesos, qui n'est pas exactement un orchestrateur, mais bon, très bien. Et il y a Kubernetes. Et on fait Mesos en train de faire comme ça. Et Kubernetes en train de faire comme ça. Mais c'est vraiment trop tôt pour faire des déterminations là-dessus jusqu'au maintenant. En passant, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont touché Container? Non, 0? Très bien, ne touchez pas. L'orchestration, aujourd'hui, c'est normal. C'est normal, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y a 2 ans, ce n'était pas le cas. D'accord? Or, quand 2 ans, où il y avait presque 0 orchestration, vraiment, statistiquement, c'était juste minime, aujourd'hui, c'est pratiquement normal. Comment est-ce qu'on a mesuré ça? On dit globalement que 50%, donc normal, 50% des organisations qui utilisent Docker utilisent un orchestrateur, un outil d'orchestration d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est encore le petit breakdown. On va creuser un petit peu aussi dans les données. Parmi les large adopters, comme on dit en anglais, mais les plus grands, donc entre 500 et 1000, c'est à peu près 50%. Ça, c'est sûr et certain. Mais entre les vraiment larges, les très grands adopteurs, c'est plutôt 65%, tendance vers 68%. Encore une fois, c'est logique. Si vous avez beaucoup de containers, un outil pour les orchestrer, il faut l'avoir. Un autre truc que je trouve intéressant perso, qui n'est pas dans l'étude, mais bon, j'ai passé creuser un petit peu dans les détails, c'est qu'à peu près 5%, qui est non négligeable, mais ça reste quand même minime, utilisent 2 orchestrateurs, voire plus. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement Kubernetes ou uniquement Mesos ou quoi que ce soit. Ils utilisent 2 voire plus. Souvent, c'est plus. Donc, on a tendance que si vous utilisez plus qu'un orchestrateur, vous utilisez 3, 4, 5. Pourquoi? Encore des hypothèses, mais c'est multi-cloud, effectivement. Les gens qui sont en train maintenant de déployer la containerisation dans les environnements multi-cloud, soit on-prem, hybride, quoi que ce soit, nécessitent plus qu'une. Un autre truc qui est intéressant, qu'on ne voit pas ici, c'est que le taux d'adoption d'orchestration est en train d'accélérer plus rapidement que le taux d'adoption de Docker. Donc il y a Docker qui va comme ça, et il y a orchestration qui va comme ça. Comment c'est possible? Bon, il y a déjà les clients, les sociétés, les organismes ayant déjà Docker dans leur environnement, qui sont en train de mettre de l'orchestration en place, parce qu'ils n'avaient pas avant, mais ce n'est pas assez. L'autre petit point, c'est que les gens qui sont en train maintenant de commencer, d'entamer leur aventure de Docker, utilisent des outils d'orchestration dès le début. D'accord? Donc, les gens qui n'ont pas utilisé avant et les gens qui commencent maintenant. L'orchestration, c'est normal. Et si vous pensiez, bon, je pense qu'on va essayer de faire de Docker chez nous, dès jour J, c'est normal d'utiliser un outil d'orchestration. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est approprié pour vous individuellement? C'est à vous de déterminer. Mais vu les statistiques, oui. Bon, voilà. Très bien jusqu'au maintenant? Voilà? Ok, excellent. On va mettre ça à côté pour un court instant. Et on va déclarer quelque chose. Les containers vont augmenter la complexité. Bon, à un moment, on dirait que c'était un peu challenging de dire comme ça, mais dans la réalité, non. Si on ajoute quelque chose dans notre système, obligatoirement, la complexité de ce système, le système va monter. Tout simplement. D'accord. Et donc, il faut avoir une maîtrise, il faut avoir une bonne compréhension de ce qu'on est en train d'implémenter, de déployer.
Et ça nécessite une approche légèrement différente des approches, entre guillemets, classiques qu'on avait avant le monde de la containerisation. Donc, j'aime bien cette quotation du vénérable Homer Simpson, qui dit « L'alcool, c'est la cause de et la solution à tous nos problèmes. » Voilà. J'aime bien la quotation parce qu'on fait avec une petite modification, ça devient quand même relevant dans le monde technique. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer la complexité de la containerisation dans notre environnement? On peut effectivement gérer la complexité des containers avec des containers. Pourquoi pas? D'accord? Sidecar, c'est de loin. La technique sidecar, vous avez déjà entendu, c'est de loin la technique la plus populaire pour monitorer, pour avoir l'observabilité sur ces containers. La raison pour laquelle je notais ça, c'est parce qu'il y a quand même des autres possibilités. On peut rouler un agent dans le container, on peut utiliser daemon set, quelque chose comme ça. Or qu'en plus, les orchestrateurs ont, eux, de l'engrenage, du plumbing pour avoir de l'observabilité. Kubernetes, par exemple, a une API locale sur le système, on peut interroger tout ça. Mais de nos jours, de loin, la technique sidecar, c'est la technique la plus utilisée. Quand la complexité qui monte, les fondamentaux d'observabilité et de monitoring deviennent de plus en plus importants. D'accord? De plus en plus importants. Donc on va discuter des 4 qualités des bonnes métriques. Des 4 qualités des bonnes métriques. Première chose, les métriques doivent être compréhensibles. Et vous devez le comprendre. C'est une subtile différence entre ces deux choses. Être compréhensible et vous le comprenez. Imaginons ici le Mars Lander, 1990, si je ne me trompe pas. NASA a lancé un satellite en orbite autour de Mars. Ils ont dit, bon, on va déployer un petit robot pour aller explorer la surface de Mars. Très bien, c'est une bonne idée. Problème. NASA, leurs scientifiques, les ingénieurs, utilisaient le système métrique, comme chez nous, c'est normal. Or que le fusil, le moteur, en dessous le petit robot qui a fait les dessins, c'était fabriqué par une tiers partie, Lockheed Martin, en passant, une société américaine. Where am I going with this? Système impérial. Whoops. Donc, une fois la descente commencée, beaucoup trop tard, exécution du moteur, résultat, une explosion extrêmement chère. D'accord? Voilà. Quel est le rapport avec ça et la qualité? C'est que les unités de mesure sont compréhensibles, mais elles n'ont pas compris. Alors, une bonne qualité d'une métrique, c'est la compréhensibilité et que vous le comprenez. Ça, c'est important. Deuxième bonne qualité, c'est la granularité. La granularité. Donc, exemple classique de la granularité, c'est les Olympiques. Ici, voici les temps. 21-40, 21-41, etc., etc. Si la granularité, c'était le second de près, il y aura 7 gagnants pour la médaille d'or. Donc ça, c'est inutile. D'accord? La granularité de la métrique est importante. Il aura besoin d'être suffisamment granulaire pour vraiment représenter ce que vous êtes en train de mesurer. Et ça, c'est important, parce que pas tous les outils sont conçus de même manière. Mais la granularité, ce n'est pas juste la métrique en soi, c'est aussi dans le temps. Comment nous agrégeons dans le temps ces métriques. Voici le même point de données, la même période de temps, mais agrégé d'une manière différente. 1 seconde pique à 46%, 1 minute 36, 5 minutes 12%. C'est vachement différent, ces pourcentages. Donc la granularité est importante pour la métrique, mais aussi comment nous le stockons dans le temps et comment nous analysons dans le temps comparé aux autres métriques. Extrêmement important, extrêmement important. Troisième qualité, c'est en anglais tagged and filterable, donc tagué ou libellé, et la possibilité d'aller filtrer et interagir avec les métriques à partir de ces libelles, de ces petits points d'information d'extra. D'accord?
Voici une métrique classique. On commence avec le nom. System net bytes received, bon, voilà, c'est le quoi en soi. Il y a la métrique par contre, donc c'est le combien. Il y a aussi le timestamp, le quand, et c'est là où, historiquement, on va arrêter. Parce que ça, c'est un point donné dans le temps. Bienvenue au monde Time Series, vous êtes maintenant des ingénieurs. Or qu'on ajoute un label là-dessus. File server, ça c'est le ou le qui. Avec le simple fait d'ajouter un label là-dessus, on ouvre la porte vers un niveau de compréhension juste extraordinaire. Comment? Valeur plus contexte, on peut commencer maintenant à visualiser notre infrastructure et nos data, effectivement, dans un format multidimensionnel. Ici, on a par exemple 3 tags pour un point de données. On a la zone de disponibilité, on a le type d'instance et on a le rôle. Avec ça, un seul point de données va commencer à raconter une histoire. Et ça, c'est que 3 dimensions. Ça, c'est la cardinalité, autrement dit, on retrouve souvent le mot cardinalité dans le monde de l'observabilité. Et la cardinalité est essentielle pour comprendre son infrastructure, pour comprendre son écosystème. Normalement, on a beaucoup plus de tags que 4, mais visualiser plus que 3 dimensions dans une slide, j'ai essayé, hein. C'est pas facile. Mais avec ça, on peut commencer à poser des vraies questions. Des questions qui sont pertinentes dans notre environnement, des questions qui sont pertinentes à notre aventure dans le monde de containerisation, dans le monde de complexité. Avant qu'on avait uniquement des simples machines avec une application par machine ou quoi que ce soit, c'était facile de répondre à ces types de questions. Or que maintenant, avec la containerisation, avec la complexité qui monte, il y a aussi la possibilité, la capacité de poser des questions même plus profondes, grâce aux 4 qualités. Et ça, c'est quand même assez critique, parce que si on lance aujourd'hui dans le monde de multi-cloud, du hybrid cloud, des choses comme ça qui sont hyper populaires dans le monde de containerisation, il faut maintenant aussi comprendre ce qui est pareil et ce qui est différent dans nos installations. Si le comportement de notre cloud on-prem et le comportement de notre déploiement Kubernetes chez Google doivent être pareils, comment est-ce qu'on peut savoir la différence? Encore une fois, le monde de containerisation nécessite ce niveau de compréhension. 4e qualité, c'est la longévité. La longévité. Voici un graphe. C'est le CPU. Donc on a des pics, on a des vallées. Bon voilà, ça c'est classique. Du monde du Nagios, Cacti, tout ça, on a des choses comme ça. Voilà. Inutile, franchement, de nos jours, who cares, honnêtement. Or que, c'est possible de rendre un graphe comme ça extrêmement utile de nos jours, avec un peu de données. Voici la détection des anomalies. Et ça, c'est lié à la fois à la longévité et la granularité. Si vous avez une granularité dans le temps qui est suffisant, et si vous gardez les données pour suffisamment de temps, on peut commencer maintenant à prévoir, à comprendre ce qui est normal. Même si on ne sait pas ce qui est normal, on peut quand même générer une idée. D'accord? Donc on voit ici que bon, ça c'est à peu près normal historiquement, et il y a des petits points ici qui sortent de ce qui est normal. On va ajouter une autre couche d'information, un autre point de cardinalité. C'est banal comme exemple, mais bon, stay with me. Les semaines. Donc pendant la semaine, on voit qu'on a de l'activité, et pendant le week-end, très peu. Par contre, on voit maintenant que chaque mardi, quelque chose ne va pas. C'était quoi? Bon, outage, on ne sait pas. Mais c'est uniquement grâce aux 4 qualités qu'on peut commencer à vraiment exploiter les données de monitoring. Bon, pourquoi est-ce que je parle de monitoring et de l'observabilité pendant un talk au sujet des containers? Ok, oui, je travaille pour Datadog, c'est notre métier. Très bien. Par contre, vous vous rappelez de ça? 25% des sociétés ont adopté Docker, c'est-à-dire vos chances de commencer avec Docker, si vous ne l'utilisez pas, sont réelles, et vos chances de vraiment l'adopter, si vous n'avez pas l'adopté jusqu'à maintenant, sont aussi extrêmement réelles. Et le taux de déploiement accéléré. Donc une fois que vous l'adoptez, vous allez accélérer, c'est obligatoire. On ne peut pas l'échapper.
c'est le destin. Et quand le médiane des containers par host, c'est 8, donc imaginons tous les serveurs que vous avez déjà, soit des VM, soit des machines physiques, quoi que ce soit, et on ajoute 8 fois la complexité là-dessus. Quand même énorme. Et on ajoute encore une autre couche de complexité, ce qui est l'orchestration. Oui, c'est vrai, on a hand-wavé un petit peu, mais Anthony de la Golia a parlé justement du fait qu'ajouter de l'orchestration dans son environnement, c'est complexe. Et oui, c'est complexe. Donc ce n'est pas juste les containers, c'est aussi toute la couche d'orchestration. Toute la complexité là nécessite une compréhension beaucoup plus profonde de ce que vous avez potentiellement eu avant. D'accord? C'est possible qu'auparavant, vous avez certains outils, Nagios, Cacti, CloudWatch de nos jours, et c'était suffisant. C'était bon, on a assez. Mais dans votre aventure éventuelle de Docker et de containerisation, c'est vraiment juste une question d'échelle. Vraiment juste une question d'échelle. Il faut mettre en place les bons outils et surtout les bonnes pratiques. Et surtout, un niveau de compréhension extrêmement élevé. Ça, c'est juste, on ne peut pas l'éviter. Et sans ça, sans les bonnes pratiques, sans les bonnes habitudes, opportunité ratée. Côté outils, bon, je m'en fous quel outil que vous allez prendre finalement. Please Datadog, mais bon, les autres, c'est important. Ce qui est important, c'est pour vous de prendre les 4 qualités que je viens de décrire et comparer l'outil que vous êtes en train de critiquer, d'analyser, pour voir si il a ces qualités là-dedans. Parce que sans ces qualités, votre aventure dans la containerisation, terminée avant de commencer. C'est tout pour moi. Merci. Je pense qu'on a un peu de temps pour les questions. Oui, merci Daniel. Donc il nous reste 7 ou 8 minutes pour les questions. Donc si vous en avez, allez-y. Oui, j'ai poussé rapidement. Hein, donc, c'est parfait. Ouais. Soyez gentils. Soyez gentils. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Sinon, pas grave. Je vais aller prendre un petit peu de vent et comme ça, je commence le... Oh, une question. Tu dis qu'il y a 50% des compagnies qui utilisent un orchestrateur. Oui. Vous le définissez comment chez Datadog? Oui, comment donc vous êtes au courant en fait de... Parce que nous, on a fait l'intégration avec Datadog Kubernetes, mais il y a peut-être des gens qui le font sans. Oui. Donc, je dis pas que 50% des sociétés en total, c'est 50% des sociétés qui utilisent Docker. Donc, ça, c'est quand même important à noter. Et on mesure ça par rapport aux données qui sont finalement envoyées vers nous. Donc, c'est entièrement possible qu'il y a un léger pourcentage, donc statistical deviation. mais on a pris ça, on a des bonnes statistiques chez nous. Donc, quand on dit 50%, c'est statistiquement correct, or que dans les faits, plus ou moins 2,5% de chaque côté. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Merci d'avoir résisté. Pas de souci. J'avais une question sur le nombre de Docker qui tournent par host. Oui. Par host, vous entendez à la fois bare metal et virtual machines? Oui. Okay. Oui. En fait, c'est une bonne remarque et j'ai hésité d'ajouter une slide là-dessus quand j'étais en train de préparer le talk. C'est vrai qu'entre le bare metal et les VM, il y a une sacrée différence. Généralement, sur le bare metal, on trouve beaucoup plus que sur les VM. L'écart est quand même assez énorme, mais c'est une bonne remarque. Ouais. Okay. Ouais. Je hijack le micro. Merci pour ta présentation. Oui, merci. Petite question, est-ce que vous avez peut-être corrélé toutes ces informations-là avec l'utilisation vraiment des ressources, c'est-à-dire CPU, mémoire, disque, mais bon, la question c'est surtout par exemple CPU. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de à quel point on overload ou on underload les machines qui tournent en mode container ou alors des machines avec des plus traditionnels, des stacks plus traditionnels? Oui. Donc comment répondre à ça comme question? Bon, nous sommes tous des amis ici. Can you keep a secret? La réponse c'est oui. On a corrélé ces données, mais on n'a pas publié. Pourquoi? Parce que nous trouvons que c'est quand même
un avantage stratégique d'avoir ces informations. Voilà. Mais si c'est une question qui est intéressante pour vous, n'hésitez pas à me contacter et peut-être on peut avoir une discussion là-dessus. Voilà. La magie des NDA. Et ça, c'est finalement vrai pour tout ce qu'on peut trouver en termes de questions qui n'est pas dans l'étude publiée. Si vous avez plus de questions là-dessus, n'hésitez pas de me contacter sur Twitter. Il y a plein de choses qui sont publiques, qu'on n'a pas mis dans le blog post. Donc, libre de discuter et ravi de discuter en plus de profondeur avec vous. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup donc, pour la présentation. Bon, je comprends qu'on puisse pas donner de nombre exact, mais pour juste avoir des proportions par rapport aux différentes catégories qu'on avait entre les 0,99 hosts, les 100, etc. Est-ce que c'est plutôt du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers? Est-ce que c'est ou un quart, un quart, un quart quand on avait augmenté plus? Ou est-ce que c'est vraiment disproportionné sur un ou l'autre? Sans rentrer dans des chiffres précis, donc, mais par exemple, est-ce qu'on a les 3/4 des gens qui sont en fait des personnes qui sont sur j'ai moins de 100 hosts et... Ouais, j'ai pas le droit de vous dire. Même pas juste une approximation? Non. Mais bonne question. Bonjour. Bonjour. Dans notre entreprise, nous, on fait beaucoup de Java. Et j'ai été un peu surpris de voir que Java n'apparaissait pas du tout dans le top des technologies avec Docker. Oui. Et je voudrais un peu votre avis sur cette question. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui d'utiliser Docker avec Java ou pas? Simple réponse, oui. C'est pertinent de mettre tout et n'importe quoi dans le container, finalement. Voilà. Le problème, c'est comment on mesure les applications standards. Nginx, c'est facile à mesurer, parce que Nginx, c'est Nginx, quoi que ce soit la version. Or que les applications Java, souvent, c'est des applications custom, fait à main. Et donc, on peut dire que oui, il y a un énorme pourcentage des containers qui ont le JVM là-dedans. Pour ensuite creuser plus loin, quelles applications, c'est juste une énorme gamme. Voilà. Il y a autant d'applications que d'entreprises. Exact. Oh, encore. Désolé, je rebondis dessus du coup, parce que c'est vrai que sur le moment, ça m'avait un peu étonné. En fait, dans la liste des conteneurs les plus déployés, c'est vrai qu'il y avait globalement du stockage de données, que ce soit de la base de données, de la clé valeur ou autre, et, si je me souviens bien, 2 proxys. Mais en fait, il n'y avait aucune application. Bon, on peut revenir là-dessus. Hein. Non, parce qu'il n'y avait pas de... Oh, c'est loin. Ouais. Oh, voilà. C'est celle d'avant, en fait. Mais il y a... Voilà. En fait, il n'y a pas du tout d'application réelle dans tout ça. Il y a de quoi, pardon? De code réel. De code réel, oui. Bon, encore une fois, c'est un peu comme le problème du Java. On ne peut pas mesurer, on peut dire par exemple, une autre manière que je peux mettre un tel graphique en place, c'est binaire, Ruby, Python, Java, tout ça. C'est possible, mais finalement, c'est pas si intéressant pour faire une comparaison. Parce qu'il y a comme ça du Java et ça du Python et ça du Ruby, parce que c'est les mêmes tendances qu'on voit dans l'industrie en général. Alors, quand on voit de combien de sociétés sont basées sur Java, et combien de sociétés sont basées sur Python, et combien de sociétés sont basées sur Ruby ou quoi que ce soit, les tendances sont pareilles parmi les containers. Donc, c'est pas hyper intéressant comme slide. C'est juste que là, en fait, en voyant ce slide-là, j'avais un peu l'impression qu'on utilisait les conteneurs que pour faire du proxy ou pour faire du stockage de données, en fait. Ouais. Et en fait, c'est extrêmement populaire. Encore une fois, on était surpris. Mais vu le nombre de containers qui ont que Nginx là-dedans, même par rapport à tout ce qu'on puisse imaginer, en plus que ça, le chiffre est énorme. Ouais. Ok, dernière question. Merci pour le talk. J'étais un petit peu surpris de pousser l'approche sidecar. Alors, je vois bien l'intérêt. Mais finalement, on se retrouve avec l'overhead des VM. S'il faut avoir un sidecar sur chaque conteneur, après aussi il faut lui mettre son monitoring, sa gestion des logs, tout ce qu'on mettait d'habitude. Pourquoi
alors, soit j'ai raté quelque chose, et auquel cas je veux bien avoir une réponse, mais pourquoi pousser ça plutôt qu'une approche plus généraliste et plus... J'ai pas poussé la solution. J'ai dit que dans les datasets qu'on a, ça c'est de loin le mode de monitoring le plus utilisé. Je ne pousse rien comme solution. Et du Voilà. coup, une explication ou une hypothèse? Probablement parce que Datadog pousse ça comme solution. Ouais, mais c'est une bonne réponse. Hein. Du coup, vous le poussez. Très bien. Bon, Ok, une seconde dernière question. seconde dernière question. Bonjour, j'avais une question au niveau des systèmes d'exploitation des hosts et des containers. Est-ce qu'on a des statistiques au niveau est-ce qu'on utilise du Ubuntu, du Debian ou du CentOS Ça, je ne sais pas. C'est de loin Linux, bien sûr, parce que, d'accord, mais en termes de distribution, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Merci. Très bien, merci. Merci Daniel.